Ma sœur m'a invité à son somptueux mariage juste pour m'humilier. Tu n'es rien d'autre qu'une ratée. Devant 200 invités, je me suis mordu la lèvre en silence, jusqu'à ce que le marié s'éloigne d'elle devant l'autel et s'agenouille devant moi. Elle a crié d'hystérie, rejetée par tout le monde, sa carrière détruite. Ma sœur m'a invité à son mariage de luxe pour une seule raison. Pas pour célébrer avec elle. Pas parce qu'elle m'aimait. Pas parce qu'elle voulait que sa grande sœur soit là quand elle épouserait l'homme qu'elle prétendait être l'amour de sa vie. Sarah m'a invité parce qu'elle voulait des témoins. 200 d'entre eux. La salle de bal du Grand Rosemont ressemblait à quelque chose fait pour une couverture de magazine. Des orchidées blanches pendaient d'arches de cristal. Des chaises dorées bordaient l'allée en rangée parfaite. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée. Chaque note flottait sous des lustres assez brillants pour faire scintiller chaque diamant dans la pièce. Il y avait des caméras partout. Une près de l'autel, une à côté du mur floral. 2 autres pointées vers l'allée. Une installation de diffusion en direct se tenait derrière la dernière rangée, sa petite lumière rouge clignotant comme un œil qui ne se fermait jamais. C'était tout Sarah. Chaque moment devait être beau. Chaque angle devait la flatter. Chaque sourire devait paraître sans effort, même quand elle avait passé des mois à le planifier. Ma petite sœur n'était pas juste une mariée. Elle était une marque. Sarah Parker, consultante en relations publiques pour les mariages de luxe, influenceuse de style de vie nuptial, la femme qui apprenait aux autres femmes comment créer le jour parfait, l'histoire d'amour parfaite, l'image parfaite. Son propre mariage était censé être son chef-d'œuvre, et j'étais censé être la tâche qu'elle plaçait dans le coin pour que tout le monde puisse voir à quel point elle s'était élevée au-dessus de moi. J'étais assise au 3e rang en partant du fond, même si j'étais sa seule sœur. Pas avec mes parents, pas avec la famille proche, pas du tout près du devant. Mon carton de placement avait été glissé au bout d'une rangée à côté d'un cousin éloigné que je n'avais pas vu depuis des années et de l'une des assistantes de Sarah qui a passé la majeure partie de la cérémonie à vérifier son téléphone. De l'autre côté de l'allée, ma mère était assise au 1er rang. Patricia Parker portait de la soie couleur champagne pâle et l'expression fière et soignée qu'elle réservait toujours à Sarah. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Mon père était assis à côté d'elle, les épaules raides, les mains jointes sur ses genoux. Robert Parker avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Il n'a jeté qu'un seul regard en arrière. Nos yeux se sont croisés une demi-seconde. Puis il a détourné le regard. C'était ce que mon père faisait de mieux. Il détournait le regard. J'ai lissé mes mains sur ma robe bleu marine et me suis rappelé de respirer. Sarah m'avait demandé de porter du gris. Gris doux, avait-elle écrit dans son message, parce que ça rendrait mieux sur les photos de famille. Je savais ce qu'elle voulait dire. Le gris me ferait disparaître. Alors j'ai porté du bleu marine, discret, élégant, le mien. À l'avant de la salle, Sarah se tenait sous l'arche de fleurs dans une robe de dentelle ajustée avec un voile cathédral flottant derrière elle. Elle ressemblait exactement à ce que ses abonnés attendaient d'elle. Peau parfaite, sourire parfait, larme parfaite attendant au coin de ses yeux, prête à tomber sur commande. À côté d'elle se tenait James Miller. Pendant un instant, je ne pouvais pas le regarder. Puis je l'ai fait. Il avait l'air plus vieux, lui aussi, plus marqué autour des yeux. Son smoking lui allait parfaitement, mais son expression non. Il se tenait à côté de ma sœur comme un homme essayant de se souvenir comment il était arrivé quelque part où il n'avait jamais eu l'intention d'être. 4 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait disparu de ma vie. 4 ans depuis que j'avais appelé et n'avais obtenu aucune réponse. 4 ans depuis que j'étais resté sous la pluie devant son ancien appartement, suppliant une porte fermée pour une explication. Et maintenant, il était à l'hôtel avec Sarah. Ma sœur. Ma petite sœur. La fille que j'avais passé toute ma vie à protéger. L'officiant s'est avancé et a souri à la salle. Avant qu'il ne puisse commencer les vœux, Sarah a levé une main délicate. Avant de continuer, a-t-elle dit, sa voix chaude et brillante. James et moi avons préparé un court hommage familial. Je voulais honorer les personnes qui nous ont façonnés, en particulier celles qui nous ont appris ce que signifie vraiment l'amour et le sacrifice. Un doux murmure a parcouru les invités. Les lumières ont baissé. Un écran s'est abaissé derrière l'autel. Mon estomac s'est noué. Je n'étais au courant d'aucun hommage. La musique a commencé. Un piano doux.
Les premières images étaient inoffensives. Sarah bébé dans les bras de ma mère. Sarah à un récital de danse. Sarah en robe de bal. Sarah diplômée. Sarah souriant à côté de clients lors d'événements nuptiaux. Puis l'écran a changé. C'était moi, 16 ans, debout derrière Sarah à sa fête d'anniversaire, tenant un plateau de cupcakes pendant qu'elle soufflait ses bougies. Une autre photo, moi dans mon vieux tablier de café, les cheveux attachés, le visage fatigué, une main essuyant une table. Une autre de moi dans un manteau d'hiver délavé à côté de Sarah dans une robe de créateur, recadrée juste assez pour me faire paraître gauche et déplacée. Quelques invités ont ricané. Mes mains sont devenues froides. Le diaporama a continué. Photo après photo de moi en arrière-plan, portant des boîtes, tenant le sac à main de Sarah, à moitié en dehors des photos de famille, toujours derrière elle, toujours plus petite, toujours utile. Sarah a ri doucement dans le microphone. Ma sœur Emma a toujours fait partie de mon parcours, a-t-elle dit. Elle m'a appris ce à quoi ressemble le sacrifice. La salle a poussé un petit rire poli. Il est resté immobile. Sarah s'est tournée légèrement, juste assez pour me faire face tout en donnant aux caméras son meilleur angle. Mais certaines personnes se sacrifient parce qu'elles sont nobles, a-t-elle dit. D'autres se sacrifient parce qu'elles n'ont rien de mieux à offrir. Le rire est devenu plus fort cette fois. Pas de tout le monde, mais assez. Une chaleur m'est montée au cou. Ma bouche est devenue sèche. Je me suis mordu l'intérieur des lèvres si fort que j'ai goûté le sang. Ne pleure pas. Ne lui donne pas ça. Le sourire de Sarah s'est élargi. Puis elle a dit les mots qu'elle avait clairement gardés pour la fin. Tu n'es rien d'autre qu'une ratée, Emma. La salle est devenue silencieuse. Pendant une seconde, même les caméras ont semblé retenir leur souffle. Sarah a penché la tête, sa voix assez douce pour empoisonner le thé. Personne ne t'a jamais choisi, pas même James. Un son sec a traversé les invités. Un hoquet, un murmure. Quelqu'un près de l'allée a marmonné mon nom comme un avertissement. Ma mère n'a pas bougé. Mon père a fermé les yeux. J'ai regardé mes mains sur mes genoux. Elles tremblaient. Alors je les ai pressées l'une contre l'autre jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Je m'étais promis de ne pas craquer dans cette salle. Pas devant les clients de Sarah. Pas devant ses abonnés. Pas devant l'homme qui avait autrefois connu chaque rêve que j'avais trop peur de dire à voix haute. L'officiant s'est raclé la gorge, nerveux maintenant. Peut-être devrions-nous continuer avec les vœux, a-t-il dit. Sarah a souri comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de m'ouvrir en deux devant 200 personnes en appelant cela un hommage. Elle s'est retournée vers James. Prêt, a-t-elle chuchoté. James n'a pas répondu. Au début, j'ai cru que j'avais imaginé. Le changement sur son visage était minime, un resserrement autour de sa bouche, une lueur dans ses yeux. Son regard est passé de Sarah à l'écran derrière elle où la dernière image brillait encore. C'était une photo de moi d'il y a des années, debout devant le café. Mais James ne me regardait pas sur la photo. Il regardait autre chose. Quelque chose dans ma main. Le vieux carnet marron. Son visage est devenu pâle. Sarah a attrapé son bras. James, a-t-elle chuchoté, souriant toujours pour les caméras. L'officiant a regardé entre eux. Nous pouvons commencer dès que vous serez prêts. James a baissé ses vœux. Le papier a tremblé une fois dans sa main. Puis il s'est immobilisé. Il a regardé Sarah, l'a vraiment regardée, et pour la première fois ce jour-là, son sourire parfait a vacillé. James, a-t-elle répété, plus sèchement maintenant. Il a reculé. Une ondulation a parcouru les premiers rangs. Ma mère s'est penchée en avant. Qu'est-ce qu'il fait? James ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé les caméras. Il m'a regardé. Mon souffle s'est coupé. Il y a des moments où une pièce change avant que quoi que ce soit ne se produise réellement. L'air se modifie. Les gens arrêtent de cligner des yeux. Même les murmures meurent parce que tout le monde sent que quelque chose arrive, bien que personne ne sache encore quoi. James a posé ses vœux pliés sur l'autel. Sarah a saisi son poignet. Il s'est doucement libéré. Non, a-t-il dit. Un mot, silencieux, mais le microphone l'a capté. Toute la salle a entendu.
Le visage de Sarah a perdu sa couleur sous son maquillage de mariée. James s'est détourné d'elle. Puis il est descendu de l'hôtel, pas vers la porte latérale, pas vers ma mère, pas vers l'allée qui menait à l'extérieur, vers moi. Toutes les têtes se sont tournées. J'entendais les téléphones se lever, les chaises grincer, quelqu'un chuchotait « Oh mon Dieu !» Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. James s'est arrêté devant ma rangée. Pendant 4 ans, j'avais imaginé ce que je dirais si je le revoyais un jour. J'avais imaginé la colère, les questions, peut-être même le silence, mais je n'avais jamais imaginé ça. James m'a regardé avec des yeux pleins de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Le regret, la honte, la reconnaissance. Puis, devant ma sœur, mes parents, les clients de Sarah, ses caméras et 200 invités, James Miller s'est abaissé sur un genou. Sarah a hurlé, pas pleuré, pas halté, hurlé. Le son a déchiré la salle de bal et a brisé l'illusion parfaite qu'elle avait construite. Mais James n'a pas bougé. Il est resté sur un genou devant moi. Et soudain, je n'étais plus assise dans l'ombre de ma sœur. Tout le monde me regardait. Pour comprendre pourquoi ce simple genou a détruit Sarah plus que n'importe quelle insulte ne l'aurait jamais pu, il faut savoir combien d'années j'avais passé à m'agenouiller pour elle en premier. J'avais 4 ans quand Sarah est rentrée de l'hôpital. Je ne me souviens pas du trajet pour y aller. Je ne me souviens pas de mon père me portant à travers le service de maternité. Je ne me souviens pas de l'odeur d'antiseptique ou de la douce couverture bleue enroulée autour de son petit corps. Mais je me souviens du visage de ma mère. Patricia Parker regardait ma petite sœur comme si le monde s'était enfin corrigé. « Viens rencontrer Sarah », m'a-t-elle chuchoté comme si le bébé pouvait comprendre le volume, comme si ma voix pouvait la meurtrir. Je me suis tenu à côté du lit d'hôpital dans mes petites baskets rouges, fixant le petit visage rose vers lequel tout le monde se penchait déjà. Mon père a souri et m'a dit que j'étais une grande sœur maintenant. Ma mère s'est penchée, a écarté mes cheveux de mes yeux, et a dit la phrase qui allait devenir la règle de ma vie. « Emma, tu es plus grande maintenant. Tu dois être douce. » Au début, douce signifiait des choses simples. Ne pas toucher les jouets de Sarah, même s'ils avaient été les miens avant. Ne pas réveiller Sarah quand elle dort. Ne pas pleurer trop fort parce que Sarah pourrait être contrariée. Ne pas trop en demander parce que Sarah a besoin de plus. Quand j'ai eu 6 ans, douce l'était devenue généreuse. Quand j'ai eu 8 ans, généreuse l'était devenue silencieuse. Quand j'ai eu 10 ans, silencieuse l'était devenue invisible. Sarah a appris les règles plus vite que quiconque. Si elle voulait le dernier cupcake, sa lèvre inférieure tremblait. Si elle voulait le siège près de la fenêtre dans la voiture, ses yeux se remplissaient de larmes. Si elle voulait le sac à dos rose pour lequel j'avais économisé mon argent de poche tout l'été. Elle le serrait contre sa poitrine et chuchotait, « Mais je l'aime tellement. » Et chaque fois, ma mère me regardait, « Emma », disait-elle de cette voix fatiguée, comme si je l'avais déjà déçue par ma simple existence. « Tu es plus grande. Laisse ta sœur la voir. » Alors, je laissais Sarah la voir. Le cupcake, le siège, le sac à dos, la plus grande chambre quand nous avons déménagé dans la maison de Maple Ridge parce que Sarah faisait des cauchemars et avait besoin de se sentir en sécurité. Le nouveau manteau d'hiver parce que Sarah avait une poussée de croissance et que le mien m'allait encore si je ne le fermais pas jusqu'en haut. L'attention au dîner de famille parce que Sarah était plus sensible et avait besoin d'encouragement. Je suis devenu très doué pour sourire avant même qu'on me le demande. Les gens me complimentaient pour ça. « Quelle fille mature », disait ma tante. Une si bonne grande sœur, ajoutaient les amis de ma mère. J'ai appris que les adultes aimaient un enfant qui leur facilitait la vie. J'ai aussi appris qu'être bon ne signifiait pas être plus aimé. Cela signifiait être prié de disparaître plus poliment. Sarah n'a jamais eu à disparaître. Elle entrait dans chaque pièce comme si les lumières lui appartenaient. Elle avait des boucles dorées quand nous étions petites, du genre que les étrangers commentaient dans les allées des supermarchés. Elle avait de grands yeux bleus qui pouvaient se mouiller en quelques secondes. Elle avait la beauté de ma mère et le talent de ma mère pour transformer le besoin en ordre. Quand Sarah était heureuse, toute la maison se détendait. Quand Sarah était contrariée, toute la maison s'activait pour y remédier. Quand j'étais contrarié, ma mère soupirait. « Tout ne tourne pas autour de toi, Emma. » Cette phrase me déroutait quand j'étais enfant, car rien ne tournait jamais autour de moi. Mon 12e anniversaire a été la première fois où je l'ai compris clairement.
J'avais demandé une petite fête, rien de cher, juste une pizza, un gâteau au chocolat et 3 amis de l'école. J'avais nettoyé le salon moi-même ce matin-là. J'avais mis des assiettes en carton sur la table à manger et collé des serpentins bleus à l'embrasure de la porte parce que le bleu était ma couleur préférée. Puis, 20 minutes avant l'arrivée de mes amis, Sarah est descendue en larmes. Elle avait voulu porter sa robe blanche avec les petits boutons de perles, mais l'ourlet avait une tache d'un récital de la semaine précédente. Ma mère a essayé de la calmer. Sarah a pleuré plus fort. Puis elle a vu ma robe d'anniversaire accrochée au dossier d'une chaise. Elle était bleu pâle. Neuve. La mienne. Sarah a cessé de pleurer assez longtemps pour toucher la manche. « Je veux celle-là » a-t-elle dit. J'ai regardé ma mère avant de regarder Sarah. Je savais déjà. Emma, a dit doucement ma mère. Elle passe une mauvaise journée. C'est mon anniversaire, ai-je chuchoté. Le visage de ma mère s'est durci. Ne sois pas égoïste. Tu peux porter autre chose. Tu es plus grande. Alors Sarah a porté ma robe. Sur chaque photo de cette fête, ma petite sœur est en bleu pâle, souriant à côté de mon gâteau. Je suis debout à côté d'elle dans un vieux pull jaune, les mains jointes devant moi, essayant de ne pas avoir l'air d'avoir été remplacé à mon propre anniversaire. Des années plus tard, quand Sarah a posté une de ses photos en ligne pour la journée nationale des frères et sœurs, elle l'a légendé, « Ma grande sœur m'a toujours donné le meilleur de tout. » Tout le monde a commenté des cœurs. Personne n'a demandé si on m'avait donné le choix. La seule personne qui semblait l'avoir remarqué était mon père. Robert Parker n'était pas cruel. Cela rendait son silence plus difficile à comprendre. Il me regardait parfois après que ma mère ait pris le parti de Sarah, et je pouvais voir quelque chose dans ses yeux. Du regret, peut-être, ou de la honte. Il savait quand les choses étaient injustes. Il savait qu'on me demandait de porter plus qu'un enfant ne devrait le faire. Mais savoir n'est pas la même chose que de prendre position. Mon père travaillait de longues heures et rentrait fatigué. Il détestait les conflits. Il détestait encore plus les silences froids de ma mère. Alors, quand Patricia disait « Emma comprend », il la laissait dire, même quand je ne comprenais rien du tout. L'année de mes 13 ans, j'ai gagné un concours d'écriture à l'école. Ce n'était pas un grand concours, juste un truc de district pour les collégiens, mais ma professeure d'anglais, Madame Alvarez, m'avait prise à part après le cours et m'avait dit que ma rédaction l'avait fait pleurer. « Tu as une voix, Emma » a-t-elle dit. « Ne la perds pas. » J'ai porté cette phrase en moi pendant des semaines. La cérémonie de remise des prix avait lieu un jeudi soir dans l'auditorium de l'école. J'ai donné le prospectus à mes parents 3 fois. J'en ai scotché une copie sur le réfrigérateur. Mon père a promis qu'il serait là. Ma mère a dit « On verra », ce qui signifiait généralement non, mais j'espérais quand même. Ce même jeudi, le professeur de piano de Sarah a appelé pour dire qu'il y avait eu une annulation dans le spectacle de printemps. Sarah pouvait finalement jouer. Ma mère s'est illuminée comme si on lui avait offert une couronne. « N'est-ce pas merveilleux » a-t-elle dit. Je me tenais à côté du réfrigérateur, regardant mon prospectus sous l'aimant en forme de fraise. Ma cérémonie de remise des prix est ce soir, ai-je dit. Ma mère ne s'est même pas retournée. Emma, c'est important pour Sarah. Elle s'est tellement entraînée. Je me suis entraîné aussi, ai-je dit. La cuisine est devenue silencieuse. Sarah était assise à table, balançant ses jambes. Elle m'a regardé avec ce petit sourire secret que je détestais déjà. Ma mère m'a enfin fait face. Ne fais pas en sorte que ta sœur se sente coupable d'avoir une opportunité. Alors, ils sont allés au spectacle de Sarah. Je suis allé seul à la cérémonie de remise des prix. Madame Alvarez s'est assise à côté de moi pour que je ne sois pas la seule élève sans famille dans la rangée. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé la scène et j'ai accepté un certificat avec un seau doré dans le coin. Les gens ont applaudi. J'ai souri comme je m'étais entraîné. Après, je suis resté dehors, sous les lumières jaunes de l'auditorium, tenant mon certificat contre ma poitrine pendant que d'autres enfants posaient pour des photos avec leurs parents. Mon père est arrivé en retard, pas assez tard pour me voir gagner, juste assez tard pour me voir seul. Il est sorti rapidement de la voiture, portant toujours sa chemise de travail, sa cravate desserrée. Son visage s'est décomposé quand il a vu le programme plié dans ma main. « M » a-t-il dit.
Je suis désolé. Je voulais dire que ce n'était pas grave. C'est ce que faisaient les bonnes filles. Au lieu de ça, je l'ai regardé et j'ai demandé, « Sarah a bien joué ?» Il a fermé les yeux une seconde. Puis, il a tendu la main vers le siège passager et a sorti un petit sac en papier d'une librairie. À l'intérieur se trouvait un simple journal marron avec des pages épaisses et un ruban marque-page. « J'ai vu ça la semaine dernière », a-t-il dit. « J'ai pensé à toi. J'ai passé mon pouce sur la couverture. Ce n'était pas chic, ni cher, mais c'était à moi. » Mon père a touché le dessus du journal. « Écris tout, M, a-t-il dit doucement. Un jour, ta vérité aura besoin d'un endroit où vivre. » Je ne savais pas alors à quel point j'aurais besoin de ces mots. Je savais seulement qu'en rentrant ce soir-là, le certificat de piano de Sarah était déjà sur le réfrigérateur. Le mien est resté dans mon sac à dos. Alors, j'ai ouvert le journal marron, je me suis assise sur le sol de ma chambre et j'ai écrit la première phrase que je n'avais jamais eu le courage de dire à voix haute. J'en ai marre d'être la bonne sœur. Après ça, j'ai tout écrit. Chaque anniversaire que j'ai abandonné. Chaque excuse que j'ai faite quand Sarah m'avait blessé en premier. Chaque fois que ma mère m'a traité d'égoïste pour avoir voulu quelque chose qui m'appartenait, chaque fois que mon père a vu la vérité et l'a ravalée, le journal est devenu le seul endroit où je n'avais pas à être douce. C'est devenu l'endroit où j'avais le droit d'exister. Pendant des années, j'ai pensé que Sarah ne voulait mes affaires que parce qu'elle était gâtée. Je pensais qu'elle voulait la robe, la chambre, l'attention, l'amour facile. J'avais tort. Sarah ne voulait pas seulement ce que j'avais. Elle voulait la preuve qu'elle pouvait le prendre. Et la première chose qu'elle m'a volée n'était pas James Miller. C'était ma voix. À 21 ans, je comprenais si bien le système familial par cœur que je pouvais l'entendre avant même que quiconque ne parle. Si Sarah était contrariée, on me demandait d'arranger les choses. Si Sarah voulait quelque chose, on me demandait de le lui donner. Si Sarah échouait, on me demandait d'amortir la chute. Et si jamais j'hésitais, ma mère me regardait comme si mon hésitation était la vraie cruauté. Sarah avait 17 ans alors, en terminale au lycée, belle de cette manière naturelle que les gens continuaient de récompenser avant même qu'elle n'ait fait quoi que ce soit. Elle avait le sourire de ma mère, les yeux bleus de mon père et un talent pour faire croire aux adultes qu'elle était fragile dès que la responsabilité s'approchait de trop près. Je suivais des cours le jour et je travaillais le soir pour payer mes livres, l'essence et le peu de liberté que je pouvais me permettre. Je vivais encore à la maison parce que déménager coûtait cher, et parce que ma mère avait passé des années à me faire sentir coupable de vouloir ne serait-ce qu'une porte que Sarah ne pourrait pas franchir. La dissertation pour l'université était censée être la responsabilité de Sarah. C'était pour une bourse liée à l'une des universités privées qu'elle voulait fréquenter. Le sujet était assez simple. Écrivez sur un défi qui vous a façonné et comment il a changé votre façon de voir le monde. Sarah l'a laissé jusqu'à la dernière semaine. Le dimanche soir, elle est entrée dans ma chambre en tenant son ordinateur portable contre sa poitrine. Ses yeux étaient rouges, mais pas d'avoir pleuré longtemps. Je connaissais la différence à ce moment-là. Les vraies larmes rendaient Sarah en colère et bouffie. Les larmes de comédie la rendaient douce et impuissante. « Emma », a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de ma porte. « Peux-tu juste jeter un œil à quelque chose ?» J'étais à mon bureau en train de surligner un article pour un cours de sociologie. Mon uniforme de travail était accroché au dossier de ma chaise car j'avais un service dans 1 heure. « Sarah, je ne peux pas ce soir. » Sa lèvre inférieure a tremblé. « J'ai juste besoin d'aide. » Tu es doué pour ce genre de choses. Ce genre de choses, les mots, les sentiments, les seules choses qui m'avaient jamais semblé m'appartenir. J'ai soupiré et tendu la main. « Montre-moi ce que tu as. » Elle m'a donné l'ordinateur portable. Il y avait 3 phrases sur la page. Elles n'étaient pas mauvaises. Elles étaient pires que mauvaises. Elles étaient vides. J'ai fait défiler, attendant la suite. « C'est tout ?» ai-je demandé. Sarah a croisé les bras. « Ne le dis pas comme ça. La date limite est vendredi. » Je le sais. « Alors pourquoi n'as-tu pas commencé plus tôt ?» Son visage a changé rapidement. La douceur a disparu. Et en dessous se trouvait la Sarah que je connaissais mieux que personne. Sèche, irritée, certaine qu'être interrogée équivalait à être attaquée. Avant qu'elle ne puisse répondre,
ma mère est apparue dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Emma me fait sentir stupide, a dit Sarah immédiatement. Je l'ai dévisagée. Ce n'est pas vrai. Elle a demandé pourquoi je n'avais pas commencé plus tôt. Ma mère m'a regardé, pas elle. Était-ce nécessaire? Maman, elle a 3 phrases. Alors aide-la. J'ai du travail. L'avenir de ta sœur est plus important qu'un café. C'est comme ça que ma mère faisait. Elle ne qualifiait jamais mes rêves d'inutiles directement. Elle plaçait simplement les besoins de Sarah à côté des miens et agissait comme si la réponse était évidente. J'ai baissé les yeux sur la dissertation vierge. Sur quel défi écrit-elle au juste? Sarah a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être le fait d'être sous-estimé. J'ai ri une fois avant de pouvoir me retenir. La pièce est devenue froide. Ma mère est entrée. Ne te moque pas de ta sœur. Je me suis mordu la langue. Sarah s'est assise sur mon lit pendant que je lui posais des questions. Que voulait-elle? Pourquoi cette école? Qu'est-ce qu'il avait façonné? Que avait-elle surmonté? Chaque réponse était mince. Elle voulait un joli campus. Elle voulait s'échapper. Elle voulait que les gens la prennent au sérieux. La dernière est restée avec moi. Peut-être parce que je savais ce que ça faisait de vouloir ça. Alors, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à transformer ces plaintes éparses en quelque chose qui ressemblait à une croissance. J'ai écrit sur le fait d'être vue comme délicate et d'apprendre à être forte. J'ai écrit sur le fait de vivre dans l'ombre des attentes. J'ai écrit sur le fait de trouver une voie sous les étiquettes que les autres vous collent. L'ironie était si piquante que j'ai failli rire à nouveau. Sarah m'a regardé taper pendant 10 minutes avant de s'ennuyer. « Je te fais confiance » a-t-elle dit en se laissant tomber sur mes oreillers. « Fais en sorte que ça ressemble à moi, mais en plus intelligent. » Puis elle est partie. J'y ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Non pas parce que je voulais que Sarah gagne, mais parce qu'une fois que j'ai commencé à écrire, je ne pouvais pas me résoudre à mal écrire, même pour elle, même après tout. Le vendredi, la dissertation était assez peaufinée pour me faire mal à la poitrine. Il y avait des phrases que j'aurais aimé garder pour moi. Des lignes sur le silence, sur le fait d'être sous-estimé, sur l'apprentissage qu'une voix n'a pas besoin de permission pour exister. Sarah l'a soumise sous son nom sans lire la version finale jusqu'au bout. 3 mois plus tard, elle a gagné. Ma mère a crié quand l'email est arrivé. Sarah a sauté de joie dans la cuisine. Mon père a souri de soulagement comme si le succès de Sarah prouvait que toute la famille avait fait quelque chose de bien. Je me tenais près de l'évier, tenant une assiette mouillée. « Lis-le à voix haute » a dit ma mère. Sarah a ouvert la dissertation sur son téléphone et a commencé à lire mes mots de sa voix claire et confiante. Tout le monde a écouté. Ma mère a pleuré. Mon père a dit « C'est magnifique, Sarah ». Sarah a regardé par-dessus son téléphone vers moi, juste une seconde, juste assez longtemps. Elle savait. Elle savait exactement ce qu'elle lisait. Elle savait que ces mots ne venaient pas du puits peu profond qu'elle avait prétendu être de la profondeur. Elle savait que je lui avais donné plus que des corrections de grammaire. Je lui avais donné la partie de moi que j'avais protégée dans ce journal marron. Après le dîner, j'ai suivi ma mère dans la buanderie. J'ai écrit la plus grande partie de cette dissertation, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais je l'ai dit, pour une fois. Je l'ai dit. Ma mère n'a pas eu l'air surprise. Ça a fait plus mal que si elle l'avait été. Elle a plié un des pulls de Sarah avec soin, manche sur manche. « Tu as aidé ta sœur » a-t-elle dit. « Non, je l'ai écrite. » Baisse la voix. Elle a gagné une bourse avec mon travail. Ma mère m'a enfin regardé. Son expression n'était pas de la culpabilité. C'était un avertissement. Ne gâche pas ça pour elle. Je l'ai dévisagé. Pour elle. Sarah en avait besoin. Tu es déjà intelligente, Emma. Tu as toujours été capable. Laisse ta sœur avoir une victoire. Une victoire. Comme si Sarah n'avait pas reçu victoire après victoire, enveloppée dans mon silence. Comme si je n'avais pas passé toute ma vie à reculer pour qu'elle puisse se tenir dans une meilleure lumière. J'avais envie de crier.
J'avais envie de prendre le téléphone des mains de Sarah et d'envoyer l'historique des versions au comité de la bourse. J'avais envie d'imprimer chaque version avec mon nom enfoui dans les propriétés du document et de les scotcher sur le réfrigérateur à côté de toutes les preuves que ma famille choisissait de voir. Mais ma mère savait exactement où appuyer. Si tu l'exposes, a-t-elle dit doucement, tu auras l'air jalouse, amère, cruelle. C'est ce que tu veux être. C'était le piège, Sarah pouvait agir. Je ne pouvais que réagir. Et d'une manière ou d'une autre, ma réaction serait toujours la chose la plus laide. Alors, je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal marron et j'ai écrit jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Sarah n'a pas volé cette dissertation parce qu'elle en avait besoin. Elle l'a volée parce que cela prouvait qu'elle pouvait porter ma voix mieux que je n'étais autorisé à l'utiliser. Une semaine plus tard, son certificat de bourse était sur le réfrigérateur. Le mien, du concours d'écriture, était toujours dans une boîte sous mon lit. Pendant longtemps après que Sarah ait remporté cette bourse, j'ai cessé de montrer aux gens les choses qui me tenaient à cœur. Non pas parce que j'avais cessé de m'en soucier, mais parce que j'avais appris ce qui se passait quand ma famille voyait quelque chose de brillant entre mes mains. Ils appelaient ça de l'égoïsme jusqu'à ce que je le donne. Alors, j'ai gardé mes écrits privés. J'ai gardé mes rêves secrets. J'ai travaillé, étudié, payé mes propres factures et je me suis dit que quitter un jour la maison des Parker serait suffisant. À 24 ans, j'avais emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et je prenais des services de fin de soirée dans un café près du quartier universitaire. L'endroit s'appelait Maple Street Coffee, bien qu'il n'y ait pas un seul érable à proximité. L'enseigne à l'extérieur grésillait quand il pleuvait. La machine à expresso criait comme si elle avait une rancune personnelle contre les matins. La porte arrière était coincée, à moins de donner 2 coups de pied dans le coin inférieur. Je l'aimais quand même. Ce n'était pas glamour. Mes cheveux sentaient les grains de café torréfiés après chaque service. Mes mains étaient toujours sèches à cause du désinfectant et du savon à vaisselle. Certains soirs, je rentrais chez moi avec les pieds endoloris et des pourboires à peine suffisants pour couvrir les courses. Mais il y avait quelque chose d'honnête dans cet endroit. Si j'essuyais une table, elle restait propre. Si je préparais une boisson correctement, quelqu'un me remerciait. Si je travaillais dur, personne ne donnait mon effort à Sarah en appelant ça la famille. Du moins, pas au début. James Miller a commencé un mardi pluvieux d'octobre. Il est entré par la porte arrière en portant une boîte en carton de tablier, a glissé sur le sol mouillé, s'est rattrapé au comptoir de préparation et s'est excusé auprès du seau à serpillière. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Il a levé les yeux, embarrassé. Les cheveux noirs humides de la pluie. Une manche de sa veste trempée. « S'il vous plaît, dites-moi que le seau n'est pas mon superviseur, » a-t-il dit. « Ça dépend de la façon dont vous l'écoutez, » ai-je dit. C'est la première chose que j'ai jamais dite à James. Il a souri comme si je lui avais donné quelque chose de précieux. La plupart des gens sourient d'abord avec leur bouche. James souriait avec ses yeux, lentement, comme la lumière entrant dans une pièce, un rideau à la fois. Il avait 25 ans, 1 an de plus que moi. Il avait travaillé dans la construction, la livraison, les entrepôts de nuit, tout ce qui payait assez pour le faire avancer. Il suivait des cours de commerce communautaire quand il pouvait se le permettre, bien qu'il n'ait jamais dit cela avec fierté. Il le disait comme s'il avouait vouloir trop. Lors de son premier service, il a brûlé du lait 2 fois, a fait tomber une pile de gobelets et a accidentellement écrit Megan sur un gobelet pour un homme nommé Matthew. Mais il s'est excusé avec une horreur si sincère que même Matthew a ri. « Tu iras plus vite », lui ai-je dit pendant la fermeture. Il balayait près de la vitrine à pâtisserie. Est-ce une façon polie de dire que j'ai été terrible? Non, tu as vraiment été terrible, mais tu as été utile. Un grand compliment de ma part? Très grand. Il s'est appuyé sur le balai et m'a étudié une seconde. Pas de la façon dont les hommes regardent parfois les femmes quand ils pensent que personne ne le remarquera. James regardait comme s'il écoutait même quand je ne parlais pas. « Tu travailles toujours aussi dur ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ça a l'air épuisant. Ça a l'air normal. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, peut-être que normal et épuisant peuvent être la même chose. J'ai détesté à quel point cette phrase est restée avec moi. Au cours des semaines suivantes, James a appris le rythme du café.
Il a mémorisé les commandes des habitués. Il a trouvé comment donner un coup de pied à la porte arrière à l'endroit exact pour qu'elle s'ouvre. Il a cessé de s'excuser auprès des objets, pour la plupart. Nous fermions ensemble 3 soirs par semaine. Ces nuits sont devenues les miennes d'une manière que je n'avais pas prévue. Après le départ du dernier client et le retournement des chaises sur les tables, le monde se réduisait à des lumières chaudes, du marc de café, le sifflement de l'évier et James fredonnant faux en balayant. Il posait des questions sans me faire sentir coincé. Que lisais-je? Pourquoi aimais-je écrire? Que ferais-je si personne n'avait besoin de rien de moi pendant une année entière? Je lui ai dit que personne ne m'avait jamais demandé ça. Il a arrêté d'essuyer le comptoir, alors, répondis avec soin, a-t-il dit. Les premières réponses aux nouvelles questions comptent. Alors, je l'ai fait. Je lui ai dit que je voyagerais en train à travers le pays. Je visiterais des librairies d'occasion dans de petites villes. J'écrirais dans des restaurants et j'achèterais des cartes postales que je n'enverrais jamais. Je dormirais sans me sentir coupable. James a écouté comme si chaque mot méritait un endroit où atterrir. Puis il a dit, « Tu n'as pas toujours besoin d'être la plus forte, Emma. » Les mots étaient simples. C'est pourquoi ils ont fait mal. Toute ma vie, être forte n'avait jamais été un compliment. C'était une affectation de travail. Sois forte pour que Sarah puisse s'effondrer. Sois forte pour que maman n'ait pas à s'expliquer. Sois forte pour que papa puisse rester silencieux. Sois forte pour que tout le monde puisse continuer à apprendre. Je me suis détourné et j'ai fait semblant de rincer une tasse qui était déjà propre. James n'a pas insisté. Une semaine plus tard, il a apporté un carnet marron. Ce n'était pas le même que le journal que mon père m'avait donné des années plus tôt, mais il m'y faisait penser. Couverture unie, pages épaisses, un petit élastique autour. Il l'a posé entre nous sur la table de pause après la fermeture. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Notre livre des choses impossibles. » Je l'ai dévisagé. Il a ouvert à la première page. En haut, en lettres majuscules soignées, il avait écrit « Chose que nous sommes autorisés à vouloir ». Ma gorge s'est nouée avant que je puisse me moquer de lui. James a fait glisser le stylo vers moi. Pas de réponse pratique. Je suis une personne pratique. Je sais. C'est pourquoi tu as besoin de règles. Alors, j'ai écrit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Un café-librairie avec des chaises bleues. James a souri et a ajouté en dessous. Un mur où les gens peuvent laisser des notes pour des étrangers qui ont besoin d'espoir. J'ai écrit une bourse pour les enfants en qui personne ne croit. Son visage s'est adouci quand il a lu ça. Puis il a écrit, un road trip sans destination et personne qui appelle pour demander quand on rentre. Après cela, le carnet est devenu une partie de nous. Nous y écrivions pendant les services calmes et après la fermeture, de petits rêves, des rêves ridicules, des rêves courageux, un minuscule appartement plein de plantes, un chien avec un nom sérieux, des dimanches matins sans réveil, une vie où l'amour ne ressemblait pas à une dette. Pour la première fois, j'ai laissé quelqu'un voir ce que je voulais avant que ce ne soit sûr. C'était mon erreur. Pas d'aimer James. De laisser Sarah voir que quelqu'un m'aimait en retour. Elle est entrée dans le café vers la fin de novembre, portant un manteau crème que j'ai reconnu parce que ma mère m'avait appelé la semaine précédente pour me demander si je pouvais aider à le payer comme cadeau d'anniversaire anticipé pour Sarah. Sarah a souri en me voyant derrière le comptoir. « Te voilà » a-t-elle dit comme si elle avait trouvé quelque chose d'égaré. James remplissait les couvercles à côté de moi. Son épaule a frôlé la mienne quand il s'est retourné. Sarah l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Ses yeux sont passés de James à moi, puis au carnet, à moitié caché près de la caisse. Le sourire qu'elle m'a adressé alors était petit, curieux, affamé. « Emma » a-t-elle dit doucement. « Tu ne vas pas me présenter ?» J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire à Sarah que James n'était qu'un autre collègue, une autre personne de passage pendant un service de fin de soirée, un autre nom qu'elle n'avait pas besoin de retenir. Au lieu de cela, j'ai dit, « Sarah, voici James. » James, voici ma sœur. James a essuyé sa main sur son tablier avant de l'attendre. « Ravi de vous rencontrer » a-t-il dit. Sarah a regardé sa main un battement de cœur de trop avant de la prendre. Pas assez longtemps pour être impoli. Juste assez longtemps pour lui rappeler qu'il y avait une différence entre les gens comme elle et les gens comme lui.
Emma ne vous a jamais mentionné, a-t-elle dit. James m'a jeté un coup d'œil, amusé. Ça ressemble bien à Emma. Mon visage s'est empourpré. Sarah l'a vu. Bien sûr, elle l'a vu. Après cela, elle a commencé à passer plus souvent au café. Jamais d'une manière qui paraissait évidente. Sarah était trop intelligente pour l'évidence. Parfois, elle venait pour un latte. Parfois, elle disait que maman voulait des pâtisseries. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait James à travers le reflet dans la vitre tout en faisant semblant de faire défiler son téléphone. Elle lui posait des questions inoffensives. D'où venait-il? Le café était-il temporaire? Avait-il de plus grands projets? James répondait poliment parce que James était poli avec tout le monde. Je me suis dit que Sarah s'ennuyait simplement. Je me suis dit qu'elle perdrait tout intérêt. Puis, 2 semaines avant Noël, 80,00 $ ont disparu de la caisse. C'est arrivé après la fermeture. Mark, notre directeur, a compté le tiroir 2 fois, puis est sorti du bureau avec la bouche serrée. Il nous manque de l'argent, a-t-il dit. J'étais en train d'essuyer la machine à expresso. James portait un sac poubelle vers la porte arrière. Sarah était à une table près de la fenêtre avec une boisson à moitié finie, attendant les pâtisseries que ma mère m'avait demandé de ramener à la maison. Combien il manque, ai-je demandé. Mark ne m'a pas regardé. Il a regardé James. 80,00 $. James s'est arrêté. Quelqu'un a compté le coffre? J'ai tout compté, a dit Mark. La façon dont il l'a dit a rendu la pièce silencieuse. James a baissé le sac poubelle. Tu penses que je l'ai pris? Je n'ai pas dit ça. Tu m'as regardé. Mark a croisé les bras. Tu as demandé une avance la semaine dernière. James s'est tu. Je savais pour l'avance. Son camion avait besoin de réparation. Le loyer était dû. Il avait été embarrassé en me le disant, comme si avoir besoin d'aide était une sorte de crime. Je l'ai remboursé, a dit James. Je dis juste, a répondu Mark. La pression de l'argent change les gens. La voix de Sarah est venue doucement de la fenêtre. Je ne l'accuse pas, a-t-elle dit. Tout le monde s'est retourné. Ses yeux étaient grands, innocents, presque inquiets. Je sais juste que les gens désespérés font des choses désespérées. La phrase a atterri exactement là où Mark voulait qu'elle atterrisse, sur James. Pendant une seconde, j'ai vu la honte traverser le visage de James avant que la colère ne la remplace. Emma, a-t-il dit doucement. Tu sais que je ne l'ai pas fait. Je sais, ai-je dit. Mark a eu un petit rire. Tu ne peux pas savoir ça. Si, je le peux. Reste en dehors de ça. Non. Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. Je me suis dirigé vers la caisse et j'ai sorti les relevés de clôture à côté du tiroir. Mes mains tremblaient, mais j'ai continué à bouger. Vérifie les remboursements, ai-je dit. L'expression de Mark a changé. Quoi? Tu as annulé 2 commandes pendant le déjeuner. Une de 12,00 $ et une de 18,00 $. Je m'en souviens parce que l'imprimante a reçu ces bloqués. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, le vérifier ne devrait pas être un problème. Sarah s'est levée. Emma, peut-être que tu ne devrais pas empirer les choses. Je ne l'ai pas regardé. J'ai vérifié le ruban de caisse. Puis le journal des remboursements. Puis la feuille d'ajustement manuscrite que Mark gardait attachée à l'intérieur de la porte du bureau. Les chiffres ne correspondaient pas. Mark a dit que j'étais confuse. Puis il a dit que j'étais fatigué. Puis il a dit que les employés n'avaient pas le droit de toucher aux documents de la direction. Mais plus il parlait fort, plus la vérité devenait claire. Il avait pris l'argent lui-même et l'avait caché sous de fausses annulations. Il s'attendait à ce que personne ne regarde de près. Il s'attendait à ce que James soit assez pauvre pour être blâmé et assez silencieux pour craquer. Le propriétaire est arrivé après que je l'ai appelé. Il a vérifié la caméra près du bureau. À minuit, James était innocenté. Le matin, Mark était licencié. Après que tout le monde soit parti, James et moi sommes restés pour finir de fermer. Le café semblait vide. James a tendu la main vers un carnet marron près de la caisse,
mais sa main a glissé. Il est tombé sur le sol, les pages s'étalant entre nous. Il s'est agenouillé pour le ramasser. Je me suis accroupi aussi. Pendant un instant, nous étions tous les deux par terre, nos mains touchant la même page. James m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue de la part de personne dans ma famille. Pas de besoin, pas d'attente. De la gratitude. Tu es resté à mes côtés, a-t-il dit. Bien sûr que oui. Non. Sa voix était basse. La plupart des gens disent ça après que ce soit sûr. Tu l'as fait quand tout le monde regardait. Je ne savais pas quoi dire. Il tenait le carnet entre nous comme si c'était important. Puis il a dit, si j'oublie un jour qui s'est tenu à mes côtés, j'espère que la vie me forcera à m'agenouiller et à me souvenir. J'ai ri doucement parce que je pensais qu'il était dramatique. Je ne savais pas que Sarah était revenue chercher son sac à main. Je ne savais pas qu'elle se tenait derrière la porte vitrée, mais quand j'ai levé les yeux, je l'ai vue à travers la fenêtre, une main sur la poignée, nous regardant dans le noir. Elle ne souriait pas. Elle venait de trouver la seule chose que je ne savais pas comment donner. Après cette nuit-là, quelque chose a changé chez Sarah, pas d'une manière que quiconque aurait remarqué. Elle souriait toujours quand elle venait au café. Elle commandait toujours des lattes à la vanille et m'appelait M de cette petite voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait que les étrangers pensent que nous étions proches. Mais son attention s'est déplacée. Elle ne me regardait plus. Elle regardait James. Au début, elle l'a fait doucement. Elle a demandé comment allait son camion. Elle s'est souvenue qu'il suivait des cours de commerce. Elle l'a félicité de travailler si dur, puis a penché la tête et a dit des choses comme « Emma fait toujours ça aussi ». Elle essaie de sauver tout le monde. James a ri la première fois. La deuxième fois, il a eu l'air mal à l'aise. En janvier, ma mère était au courant pour lui. Je ne lui avais pas dit grand-chose. J'avais appris à ne pas donner à ma famille des noms qui comptaient. Mais Sarah a dû en dire assez parce qu'un dimanche au dîner, Patricia a regardé de l'autre côté de la table et a demandé. « Alors, ce James du café, est-ce sérieux ?» J'ai gardé ma fourchette immobile. C'est une bonne personne. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mon père a baissé les yeux sur son assiette. Sarah a souri dans son verre d'eau. Il essaie vraiment fort, a-t-elle dit. C'est plutôt mignon. La façon dont elle a dit mignon l'a fait paraître petit. Ma mère s'est tamponné le coin de la bouche avec une serviette. Emma, tu as passé toute ta vie à t'occuper des gens. J'espère que tu ne trouves pas un autre projet. Ce n'est pas un projet. A-t-il une vraie carrière? Il travaille. Il étudie. Donc, non. J'ai repoussé ma chaise. Je ne vais pas faire ça. Mais les dégâts avaient déjà commencé. James l'a entendu plus tard. Pas de moi, de Sarah. Elle l'a trouvé à l'extérieur du café un soir alors que j'étais à l'arrière en train de compter les fournitures. Je n'ai été au courant de cette conversation que beaucoup plus tard, et même alors, seulement par bribes. Elle lui a dit que ma famille s'inquiétait pour moi. Elle a dit que j'avais toujours trop sacrifié. Elle a dit que j'étais fatigué même si je ne l'admettrais jamais. Elle a dit que je méritais quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être sauvé. Puis ma mère a demandé à lui parler. James m'a dit qu'il rencontrait un ami après les cours. Je l'ai cru parce que je l'aimais et parce qu'aimer quelqu'un vous fait vouloir que l'explication simple soit la vraie. Patricia l'a rencontré sur le parking derrière un restaurant près de notre ancien quartier. Elle n'a pas crié. Elle ne l'a pas menacé. Ma mère était trop distinguée pour ça. Elle lui a dit que j'avais porté Sarah toute ma vie. Elle lui a dit que je le porterais aussi. Elle lui a dit que s'il m'aimait, il ne deviendrait pas un fardeau de plus que j'étais trop gentil pour déposer. Puis elle lui a offert de l'argent pour qu'il parte. Il ne l'a pas pris. C'est la partie à laquelle il se raccrocherait plus tard, comme si refuser l'argent rendait le départ moins cruel. Mais il est parti quand même, pas d'un seul coup. D'abord, ses textos sont devenus plus courts. Puis, il a manqué un service de fermeture en disant qu'il avait une urgence familiale. Puis, il a arrêté d'écrire dans le carnet marron. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il m'a regardé comme s'il voulait dire la vérité, mais qu'il avait déjà été convaincu que la vérité me ferait plus de mal. Un soir, il m'a tenu la main à l'extérieur du café et a dit « Tu mérites une vie où tu n'as pas à sauver personne. »
J'ai froncé les sourcils. Qui t'a dit ça? Il a détourné le regard. Le lendemain matin, il était parti. Son appartement était vide. Son téléphone allait directement à la messagerie vocale. Au café, le propriétaire a dit que James avait démissionné par email. Pendant 3 jours, j'ai à peine dormi. Le 4e, j'ai découvert qu'il m'avait laissé une lettre, ou du moins qu'il avait essayé. Des années plus tard, j'apprendrai que James l'avait glissée sous la porte d'entrée de ma vieille maison familiale parce qu'il pensait que j'y serais pour le dîner du dimanche. Ma mère l'a trouvé en premier. Sarah l'a lu en second. Je ne l'ai jamais vu. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que l'homme qui avait un jour promis que la vie devrait le forcer à s'agenouiller et à se souvenir avait disparu sans me donner ne serait-ce qu'un adieu honnête. Et Sarah m'a regardé faire mon deuil avec la patience prudente de quelqu'un qui attend qu'une blessure devienne utile. 4 ans ont passé. J'aimerais pouvoir dire que j'ai passé ces années à devenir intouchable. Ce n'est pas le cas. J'ai travaillé. J'ai payé mon loyer. J'ai construit une vie assez petite pour que personne dans ma famille ne puisse en prendre grand-chose. J'ai arrêté d'aller au dîner du dimanche. Je ne répondais aux appels de ma mère que lorsque j'en avais la force. J'ai gardé mon appartement silencieux, mon cercle plus restreint et le carnet marron caché au fond de mon placard où même moi je le voyais rarement. James est devenu une blessure avec laquelle j'ai appris à marcher. Pas guéri, géré. Sarah, pendant ce temps, est devenue exactement ce que ma mère a toujours cru qu'elle deviendrait, une réussite. Pas le genre de réussite qui exige de la profondeur, le genre qui exige de l'éclairage, du timing et un visage auquel les gens font confiance à la caméra. Elle a commencé comme assistante dans une agence de relations publiques pour les mariages de luxe, puis s'est bâtie une audience en publiant des vidéos au filtre doux sur l'étiquette nuptiale, les histoires de demandes en mariage parfaite. L'unité familiale et comment concevoir un mariage qui ressemble à un destin. Ses légendes étaient toujours tendres. Ses robes étaient toujours pâles. Sa voix en ligne était assez chaleureuse pour que des étrangers confessent leur peine de cœur dans les commentaires. Les gens l'appelaient inspirante. Les marques l'appelaient commercialisable. Ma mère l'appelait douée. Sarah s'appelait elle-même une conteuse. J'ai failli rire la première fois que j'ai lu ça. Puis, un jeudi au début du printemps, une enveloppe crème est apparue dans ma boîte aux lettres. Papier épais, lettres dorées, mon nom écrit en écriture bouclée. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une erreur. Puis je l'ai ouverte. Sarah Parker et James Miller ont l'honneur de vous inviter à leur mariage. Les mots se sont brouillés. Je me suis assise par terre à côté de ma porte d'entrée avec l'invitation sur mes genoux, incapable de bouger. James, Sarah, ma petite sœur, et l'homme qui avait disparu de ma vie sans un seul adieu honnête. Mon téléphone a sonné avant que je puisse respirer correctement. Maman. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse presque de sonner. Puis j'ai répondu. Tu l'as reçu, a-t-elle demandé. Pas bonjour, pas ça va? Juste ça. Oui. Bien. Sarah veut que tu sois là. J'ai fermé les yeux. Pourquoi? Parce que c'est ta sœur. Ça n'a jamais suffi avant. Le silence de ma mère est devenu sec. Ne commence pas, Emma. Ce mariage est important. Il y aura des clients, des sponsors, des gens de l'industrie de Sarah. Elle est très généreuse de t'inclure. M'inclure. Comme si j'étais une pensée après coup qu'elle avait décidé de tolérer. 2 jours plus tard, Sarah est venue à mon appartement avec une housse à vêtements et un sourire auquel je ne faisais pas confiance. J'ai choisi ta couleur, a-t-elle dit joyeusement. À l'intérieur se trouvait une robe gris pâle. Douce, chère, sans couleur. Elle sera magnifique sur les photos, a-t-elle dit. Je ne veux juste pas que tu te sentes déplacée. J'ai regardé la robe, puis ma sœur, et j'ai enfin compris. Sarah ne m'a pas invité parce qu'elle voulait la paix. Elle m'a invité parce que chaque mariée parfaite a besoin d'une ombre. Le matin du mariage de Sarah, j'ai laissé la robe grise suspendue au fond de mon placard. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai même pas sortie de la housse. Je l'ai simplement regardée une fois, puis j'ai pris la robe bleu marine que j'avais achetée avec mon propre argent. Elle était simple. Longueur genou, lignes épurées, rien de dramatique, rien de nuptial, rien qui puisse être confondu avec un défi,
à moins que quelqu'un n'ait déjà décidé que mon existence en était un. Quand je suis arrivé au Grand Rosemont, j'ai tout de suite compris que Sarah n'avait pas planifié un mariage. Elle avait planifié une production. Il y avait des murs de fleurs avec ses initiales et celles de James en or. Il y avait des caméramens qui se déplaçaient silencieusement entre les rangées de chaises. Il y avait une table près de l'entrée remplie de sacs cadeaux de marques de mariage. J'ai reconnu quelques noms des publications de Sarah. Un fleuriste de luxe, une entreprise de maquillage, un magazine de lieux de réception de charme. Ses clients étaient là. Ses sponsors étaient là. Son image parfaite tout entière avait un public. Une jeune femme avec un casque a vérifié mon nom sur une tablette. Son sourire a vacillé quand elle a vu ma robe. « Vous êtes Emma Parker ?»« Oui. » Elle a jeté un coup d'œil vers l'avant de la salle. « Vous êtes assise par ici. »« Pas avec la famille. »« Bien sûr que non. » Elle m'a conduite au 3e rang en partant du fond. De là, je pouvais voir ma mère à l'avant, rayonnante de fierté, et mon père assis à côté d'elle comme un homme déjà fatigué de lui-même. Sarah m'a vu avant le début de la cérémonie. Ses yeux sont tombés sur ma robe bleu marine. Pendant une seconde, son expression s'est durcie. Puis un photographe s'est tourné vers elle et ma sœur est redevenu un rayon de soleil. « Emma » a-t-elle appelé doucement, juste assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Tu es venue. » Je me suis levé. « Tu m'as invité. » Son sourire s'est aiguisé. « Je n'étais pas sûr que tu serais assez courageuse. » J'ai senti la vieille envie de baisser les yeux. Pour faciliter les choses, pour laisser la place à Sarah, parce qu'elle l'avait toujours eue. Au lieu de cela, je me suis rassise. La cérémonie a commencé avec une musique assez douce pour paraître chère. Sarah a descendu l'allée au bras de mon père, magnifique en dentelle blanche et avec un voile qui flottait derrière elle comme un nuage conçu par un comité. Les gens ont soupiré, les téléphones se sont levés. Les caméras suivaient chacun de ses pas. James se tenait sous l'arche. J'ai essayé de ne pas le regarder. J'ai échoué. Il avait l'air calme de loin, mais pas heureux. Il y avait une tension dans sa mâchoire dont je me souvenais de la nuit où Marc l'avait accusé au café. Le regard d'un homme qui essaie de rester immobile alors que quelque chose en lui s'éloigne. Sarah l'a atteint et a tendu son bouquet à une demoiselle d'honneur. L'officiant a souri à la salle. Avant qu'il ne puisse commencer, Sarah a touché son bras. En fait, a-t-elle dit en se tournant vers les invités. James et moi voulions partager quelque chose d'abord. Un court hommage familial. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas seulement question d'amour, il est question des gens qui nous ont façonnés. L'écran derrière l'hôtel s'est allumé. Mon estomac s'est glacé. Les premières photos étaient la Sarah parfaite, Sarah bébé, Sarah dansant, Sarah diplômée, Sarah avec des clients, Sarah riant à côté de James. Puis mon visage est apparu. Moi dans mon tablier de café, essuyant une table. Moi portant des boîtes à l'un des événements de Sarah. Moi debout au bord des photos de famille, à moitié coupées. Un rire sourd a parcouru la salle. Sarah a pris le microphone avec une grâce étudiée. Ma sœur Emma a toujours fait partie de mon parcours, a-t-elle dit. Elle m'a appris à quoi ressemble le sacrifice. Une autre photo est apparue. Moi à 17 ans, debout à côté de Sarah alors qu'elle tenait le certificat de bourse pour la dissertation que j'avais écrite. Mes mains se sont crispées sur le bord de ma chaise. Mais certaines personnes se sacrifient parce qu'elles sont nobles, a dit Sarah. D'autres se sacrifient parce qu'elles n'ont rien de mieux à offrir. La salle a changé. Certaines personnes ont ri, d'autres se sont tues. Puis l'écran a changé à nouveau. Une photo de Maple Street Coffee. Moi près de la caisse, et dans ma main, à moitié visible, se trouvait le carnet marron que James et moi avions un jour rempli de choses impossibles. Le visage de James a changé. Sarah s'est tournée vers moi, son sourire brillant et impitoyable. « Tu n'es rien d'autre qu'une ratée, Emma » a-t-elle dit. « Personne ne t'a jamais choisi, pas même James. » Je me suis mordu l'intérieur de la lèvre jusqu'à goûter le sang. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas répondu. L'officiant s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être devrions-nous continuer avec les vœux. Sarah s'est retournée vers James, souriant toujours, mais James ne la regardait plus. Il fixait l'écran.
James a continué de fixer l'écran. Pendant un instant, personne n'a bougé. L'image de moi à Maple Street Coffee est restée figée derrière l'hôtel. Mon visage plus jeune à moitié tourné de la caméra, le carnet marron niché contre ma poitrine. La plupart des invités n'ont probablement vu qu'une autre photo embarrassante que Sarah avait choisie pour me faire paraître petite. James a vu autre chose. Il nous a vus. Il a vu la seule chose que Sarah n'aurait jamais dû savoir assez pour utiliser. Le sourire de Sarah s'est raidi. James, a-t-elle dit doucement, essayant toujours de faire en sorte que sa voix paraisse nuptiale et douce. Les vœux. L'officiant a changé de pied. Dès que vous serez prêt. James ne l'a pas regardé. Il a regardé Sarah. Comment as-tu eu cette photo? La question était silencieuse, mais le microphone la captait. Une ondulation a parcouru la salle. Sarah a eu un petit rire. Quoi? La photo, a dit James. Celle avec le carnet. Comment l'as-tu eue? Les yeux de Sarah ont vacillé vers les caméras, puis vers ma mère. J'ai vu la main de Patricia se resserrer sur sa pochette au premier rang. James, pas maintenant, a chuchoté Sarah. Lorsque le mot a traversé la salle de bal, le visage de Sarah a changé pendant une demi-seconde. La mariée parfaite a disparu, et ma petite sœur se tenait là à la place, en colère, acculée, furieuse que quelqu'un ait cessé de suivre le script. Ce n'était qu'une photo, a-t-elle dit. Non, a dit James. Ce n'était pas le cas. Je pouvais à peine respirer. Les invités étaient silencieux maintenant. Pas un silence poli. Un silence affamé, le genre de silence dans lequel les gens tombent quand ils réalisent qu'un bel événement s'est fissuré et que quelque chose de laid se trouve en dessous. Sarah a tendu la main vers lui. James a reculé. Le mouvement était petit, mais il a semblé être une porte qui se ferme. Ne fais pas ça, a dit Sarah à travers son sourire. Il a regardé sa main, puis son visage. Qu'est-ce que tu lui as pris d'autre? Ma gorge s'est nouée. La bouche de Sarah s'est entr'ouverte. Pardon. Le carnet, a dit James. La lettre, la vérité. Ma mère s'est levée. James, c'est inapproprié. Le microphone a également capté cela. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. James a finalement regardé ma mère. Vous saviez. Le visage de Patricia est devenu pâle sous son maquillage. Sarah a ri à nouveau, trop sèchement cette fois. C'est ridicule. Il est nerveux. Les mariages rendent les gens émotifs. Emma a-t-elle jamais reçu ma lettre, a demandé James. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement des haut-parleurs. Mon cœur a cogné une fois contre mes côtes. Une lettre. J'ai agrippé le bord de ma chaise. Quelle lettre, ai-je chuchoté. James m'a entendu. Son visage s'est tordu. Sarah aussi. C'est à ce moment-là que j'ai su. Pas parce que quelqu'un a avoué. Pas parce que quelqu'un a expliqué. Mais parce que la culpabilité a une forme lorsqu'elle entre dans une pièce. Elle courbe le corps avant que la bouche n'admette quoi que ce soit. Sarah s'est tournée vers lui dans un chuchotement dur. Tu avais promis de ne pas évoquer le passé. J'ai promis beaucoup de choses quand je te croyais, James. Non. Sa voix s'est élevée. Je suis parti parce que toi et ta mère m'avaient dit que je détruisais la vie d'Emma. Patricia a fait un pas dans l'allée. Ça suffit. James n'a pas arrêté. Vous m'avez dit qu'elle était fatiguée de porter les gens. Vous m'avez dit que j'étais un autre fardeau. Vous m'avez offert de l'argent pour disparaître. Un hoquet a traversé les invités. J'ai regardé ma mère. Elle ne voulait pas me regarder. Les mains de James tremblaient à ses côtés, mais sa voix est restée claire. Je n'ai pas pris l'argent, mais j'ai cru le reste. J'ai cru que je sauvais Emma en la quittant. Ma poitrine me faisait si mal. J'ai dû me rappeler de respirer. Pendant 4 ans, j'avais pensé que James était parti parce que je n'étais pas assez pour le faire rester. Mais il était parti parce que ma famille avait transformé mon amour en un autre devoir. Le visage de Sarah s'est durci. Tu as fait ton choix. Après que tu aies menti. J'ai protégé ma sœur. Tu lui as volé. Les mots ont atterri plus durement que n'importe quel cri.
Les yeux de Sarah ont brillé. Elle a toujours agi en martyr. Quelqu'un devait la faire avancer. James la dévisagea. Alors tu as caché la lettre. Les lèvres de Sarah se sont pincées. Patricia a dit, Sarah, ne réponds pas. Mais l'avertissement est arrivé trop tard. Sarah a craqué. Cette lettre aurait tout ruiné. Un son m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Pas un mot, juste de l'air qui se brise. James a fermé les yeux. Les demoiselles d'honneur ont regardé Sarah comme si elles ne l'avaient jamais vue auparavant. Une des caméras près de l'allée s'est ajustée avec un léger bruit mécanique, enregistrant toujours. Sarah l'a réalisé alors. Le microphone, les caméras, les invités, ses clients, ses sponsors, tous la regardant le masque tomber. Elle s'est retournée vers James, désespérée maintenant. Je t'aimais. J'ai fait ce que je devais faire. Tu m'as dit que tu étais enceinte, a dit James. La salle a éclaté en chuchotements. Sarah s'est figée. Ma mère a chuchoté, arrête. James avait l'air malade. Tu as dit qu'il y avait eu une fausse alerte de grossesse. Tu as dit que tu l'avais perdue avant même de pouvoir voir un médecin. Tu as dit que je te devais un avenir parce que je t'en avais déjà pris un. Les yeux de Sarah se sont instantanément remplis de larmes. Mais cette fois, elles n'avaient pas l'air douces. Elles avaient l'air entraînées. C'était privé, a-t-elle chuchoté. Était-ce vrai? Sarah n'a rien dit. James s'est tourné vers les invités, vers les caméras, vers la vie que Sarah avait si soigneusement mise en scène. Je ne peux pas l'épouser, a-t-il dit. L'officiant a baissé son livre. Sarah a attrapé la manche de James. Non. James a doucement retiré sa main. Ce mariage est bâti sur des mensonges. Un hoquet collectif a rempli la salle de bal. Sarah a secoué la tête, son voile tremblant. James, s'il te plaît, nous pouvons parler en privé. Tu as rendu l'humiliation d'Emma publique, a-t-il dit. Donc la vérité peut être publique aussi. Puis il m'a regardé. Pas comme un homme demandant à être pardonné. Comme un homme comprenant enfin le coup de sa lâcheté. J'ai été assez faible pour les croire, a-t-il dit, sa voix se brisant. Cette partie est la mienne. Sarah, a-t-il chuchoté. Je vais te ruiner. James l'a regardé. Tu as déjà essayé. Puis il a tendu la main, a retiré la fleur blanche de son smoking et l'a posée sur l'autel à côté de ses vœux pliés. Ma sœur a fait un bruit comme si elle avait été frappée. James s'est éloigné d'elle, loin des fleurs, loin des caméras que Sarah avait invitées à l'adorer. Puis il a descendu l'allée, droit vers moi. James a marché vers moi comme si chaque pas lui coûtait quelque chose. Personne n'a parlé. Ni Sarah, ni ma mère, ni même les invités qui avaient passé les dernières minutes à chuchoter comme s'ils regardaient un scandale se dérouler à distance de sécurité. Toute la salle était devenue silencieuse, piégée entre le mariage que Sarah leur avait promis et la vérité que James venait de traîner à la lumière. J'entendais ses chaussures sur le tapis de l'allée. Un pas, puis un autre. Mes mains agrippaient toujours le bord de ma chaise. Mes lèvres me piquaient là où je les avais mordues. Mon cœur battait si fort que pendant un instant, j'ai cru que j'allais me lever juste pour ne pas m'effondrer devant tout le monde. James s'est arrêté devant moi. De près, il ne ressemblait pas au marié des photos parfaites de Sarah. Il ressemblait à l'homme de Maple Street Coffee, fatigué, honteux, humain. L'homme qui avait un jour fait tomber une pile de gobelets lors de son premier jour et s'était excusé auprès du seau à serpillière. L'homme qui avait écrit des choses impossibles avec moi dans un carnet marron. L'homme qui avait disparu parce que ma famille l'avait convaincu que l'amour n'était qu'un autre poids que je devais porter. Pendant 4 ans, je l'avais imaginé me regardant avec indifférence. Je ne m'étais pas préparé au remords. Emma, a-t-il dit. Mon nom sonnait brisé dans sa bouche. Derrière lui, Sarah a bougé. James, a-t-elle lancé. Il ne s'est pas retourné. Ma mère est entrée dans l'allée. Emma, n'encourage pas ça. Cela m'a presque fait rire. Même alors, avec les mensonges de Sarah qui saignaient à travers la salle de bal, ma mère trouvait encore un moyen de me rendre responsable du choix de quelqu'un d'autre. James s'est abaissé sur un genou. La salle a octé comme un seul corps. Sarah a hurlé. Ce n'était pas un son gracieux,
pas le cri délicat d'une mariée au cœur brisé. Il est sorti d'elle, c'est qu'elle est, résonnant sous les lustres. Non, a-t-elle crié. Lève-toi. N'ose pas t'agenouiller pour elle. Mais James est resté là, sur un genou, devant moi, devant les caméras de Sarah, les clients de Sarah, les sponsors de Sarah, le monde soigneusement arrangé de Sarah. Et soudain, j'ai compris pourquoi cette image la détruisait. Ce n'était pas parce que James me choisissait comme épouse. Il ne m'offrait pas de bague. Il ne me demandait pas de le reprendre. Il faisait quelque chose de pire à Sarah. Il m'honorait publiquement. La seule chose que ma sœur avait passé sa vie à s'assurer que personne ne fasse. James a levé les yeux vers moi, les yeux humides. Tu m'as sauvé une fois quand personne d'autre ne me croyait, a-t-il dit. Et je t'ai remboursé en croyant les gens qui t'utilisaient. Ma gorge s'est nouée. Je me suis souvenu du sol du café, du carnet marron entre nous, de sa main touchant la mienne sur la page, de sa voix plus jeune et plus douce, disant « Si j'oublie un jour qui s'est tenu à mes côtés, j'espère que la vie me forcera à m'agenouiller et à me souvenir. » Maintenant, la vie avait fait exactement cela. James a dégluti. « Je ne m'agenouille pas parce que je mérite le pardon, » a-t-il dit. « Je m'agenouille parce que c'est là que ma fierté aurait dû être il y a des années. » Un son a traversé la pièce. Pas de rire maintenant, pas de jugement. Quelque chose de plus lourd. De la reconnaissance. Le genre qui vient quand les gens comprennent enfin qu'ils ont regardé la mauvaise personne. Sarah a descendu en trébuchant de l'autel, agrippant sa robe pour ne pas trébucher sur la dentelle. Son voile s'était détaché d'un côté. Ses cheveux parfaits tombaient autour de son visage. « C'est mon mariage » a-t-elle crié. Le mien. Elle gâche tout. Elle gâche toujours tout. Personne n'a bougé pour la réconforter. Une de ces demoiselles d'honneur a reculé d'un pas. Puis une autre. Un homme près du devant, que j'ai reconnu des publications de la marque de mariage de Sarah, a lentement baissé son téléphone. Une femme avec un badge de presse a chuchoté à quelqu'un à côté d'elle et a secoué la tête. L'organisatrice de mariage se tenait figée près du mur floral, son casque pressé contre une oreille, son visage pâle de panique professionnelle. La caméra de diffusion en direct était toujours allumée. Sarah l'a vu en même temps que moi. Pour la première fois de la journée, une peur réelle a traversé son visage. Pas la peur de perdre James. La peur d'être vue. Ma mère s'est précipitée vers elle. Éteignez les caméras. Personne ne semblait savoir à qui elle parlait. Mon père s'est levé du premier rang, mais il n'est pas allé vers Sarah. Il m'a regardé à la place, et le chagrin sur son visage était trop tardif pour signifier quoi que ce soit d'utile. James était toujours à genoux. Je l'ai regardé et j'ai senti la salle attendre que je rende l'histoire belle. La femme trahie pardonne. Les amants perdus se retrouvent. La sœur cruelle tombe. Le marié choisit la bonne femme. Mais ma vie n'était pas une romance que Sarah pouvait voler et réécrire. J'avais passé trop d'années à porter la culpabilité des autres et à appeler ça de l'amour. Alors je me suis levé. James s'est levé lentement comme s'il savait déjà. Merci d'avoir dit la vérité, ai-je dit. Son visage s'est légèrement décomposé. Mais j'ai passé toute ma vie à être responsable de la honte des autres, ai-je continué. Je ne porterai pas la tienne non plus. Il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, il a hoché la tête. Pas d'argument, pas de plaidoyer, juste la première acceptation honnête qu'il m'avait donnée depuis des années. Puis je me suis tourné vers Sarah. Elle pleurait maintenant, mais les larmes ne m'ont pas ému. J'avais vu Sarah pleurer pour des cupcakes, des robes, de l'attention, des conséquences. Ces larmes avaient construit la cage dans laquelle j'ai grandi. Tu me voulais ici pour que tout le monde puisse voir que je n'étais rien, ai-je dit. Sa bouche s'est tordue. Tu n'es rien. Cette fois, personne n'a ri. Je me suis approché. Je t'ai donné mes anniversaires, ai-je dit. Mon travail, mon silence, mes chances. Je t'ai même laissé porter ma voix et l'appeler la tienne. Les yeux de Sarah ont brillé vers l'écran où l'image figée du carnet brillait encore derrière l'autel. Mais je ne te donnerai pas mon avenir. Les mots m'ont quitté proprement. Pas de tremblement, pas d'excuses, pas d'attente de permission. Sarah a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Ma mère a tendu la main vers elle,
mais même Patricia ne pouvait pas polir ce qui venait de se passer. Trop de gens l'avaient entendu. Trop de caméras l'avaient filmé. Trop de sponsors avaient vu la parfaite conteuse nuptiale transformer son propre mariage en une scène de cruauté. Les invités ont commencé à se lever. Pas tous en même temps. Une rangée, puis une autre. Une demoiselle d'honneur a retiré le petit bouquet de ses mains et l'a posé sur une chaise. Le directeur de la marque près de l'allée est sorti tout en parlant déjà dans son téléphone. Le photographe du magazine a rangé son appareil photo sans regarder Sarah. L'organisatrice de mariage a chuchoté « Nous devons couper la diffusion », mais sa voix sonnait comme si elle savait qu'il était déjà trop tard. Le soir venu, des extraits étaient partout. Pas avec la légende choisie par Sarah. Pas avec la musique douce et le filtre doré qu'elle avait prévu. Les titres étaient simples et brutaux. Une influenceuse nuptiale humilie sa sœur devant l'autel. Le marié révèle un mariage bâti sur des mensonges. Une consultante en mariage de luxe prise en flagrant délit d'utilisation d'une cérémonie pour faire honte à un membre de sa famille. Le matin, les commentaires de Sarah étaient inondés. L'après-midi, 2 marques avaient mis fin à leur partenariat. La semaine suivante, l'agence de mariage l'a suspendue en attendant un examen. Les clients ont annulé les consultations. Les mariés qui avaient autrefois enregistré ces publications utilisaient maintenant son nom comme un avertissement. Sarah avait bâti sa carrière sur l'illusion de l'amour parfait. Puis elle l'a détruite devant 200 témoins. Je ne suis pas resté pour la voir s'effondrer. Je suis sorti avant que la pièce ne se vide complètement. J'ai dépassé le mur de fleurs, les sacs cadeaux, les chaises dorées et les caméras, et la version de moi-même que ma sœur avait invitée là pour l'enterrer. Dehors, l'air du soir était frais. Pendant un instant, je suis resté seul sous les lumières de l'hôtel. Pas de James à côté de moi. Pas de mère qui m'appelle. Pas d'ombre de Sarah s'étendant à mes pieds. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas marché derrière ma sœur. Je ne me suis pas tenu à côté de l'homme qui m'a blessé. Je suis sorti seul. Et d'une certaine manière, j'ai eu l'impression d'être enfin choisi. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait me faire plus petite pour que les autres puissent se sentir entiers. Je pensais qu'être une bonne fille signifiait rester silencieuse. Je pensais qu'être une bonne sœur signifiait donner à Sarah tout ce qu'elle voulait, même quand ce qu'elle voulait était ma voix, mon travail, ma dignité, et finalement l'homme que j'aimais. Je pensais que la force signifiait porter la douleur sans laisser personne voir le poids. Mais sortir seul de cet hôtel m'a appris la vérité. La force n'est pas le silence. L'amour n'est pas un sacrifice quand une seule personne saigne. La famille n'est pas un mot que les gens peuvent utiliser pendant qu'ils vous effacent. Sarah a perdu son image parfaite parce qu'elle n'avait jamais été construite sur la vérité. Ma mère a perdu le contrôle parce que j'ai finalement cessé d'obéir à la culpabilité. James a dit la vérité et j'en étais reconnaissante. Mais son regret n'est pas devenu ma responsabilité. C'est la leçon que j'ai emportée avec moi. On peut pardonner à quelqu'un sans retourner vers lui. On peut comprendre la douleur de quelqu'un sans la porter. Et on peut aimer sa famille sans la laisser transformer sa vie en une preuve de son pouvoir. Pour la première fois, j'ai choisi.